C'est donc parti, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de 45 minutes pour convaincre sur votre chaîne. Nous sommes là, l'obligation de vous informer et vous servir à travers ce grand programme de partage politique, de débat et discussion. Et vous savez, sur ce plateau, nous allons donc recevoir un invité, puisque les autres n'ont pas respecté l'heure, mais sinon nous allons inviter avec un seul. Il s'agit donc de Papi Tamba, qui est membre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle, à qui nous disons déjà bonsoir. Bonsoir, Monsieur Papi. Bonsoir, Monsieur Yves. Comment vous allez? Ça va très bien. Content de vous recevoir sur ce plateau et vous êtes le bienvenu. Merci, je vous renvoie l'ascenseur. Merci. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que le débat de ce soir ou l'échange de ce soir va être autour de deux thèmes principaux. Le tout premier, c'est un rapport avec l'interview du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et secrétaire général de la majorité présidentielle, qui a donné la position de la majorité présidentielle, bien sûr, cette grande plateforme autour du chef de l'État par rapport aux enjeux politiques de l'heure. Nous allons devoir aborder ou décrypter trois aspects essentiels donc autour de la révision constitutionnelle, le calendrier électoral, mais aussi les accusations dont la majorité présidentielle est pointée du doigt, du genre qu'elle est en train d'étouffer l'organisation de l'opposition. Les réponses dans cette émission, nous dirons aussi un mot, bien sûr, sur le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui se tiendra d'ici là, donc du 4 au 6 août prochain à Washington, qui est donc la capitale fédérale donc, des États-Unis. Nous allons donc en parler avec notre invité sur ce plateau. Sans plus tarder, nous allons directement entrer en jeu avec le tout premier thème. La position de la majorité présidentielle est connue dès aujourd'hui par rapport à ces questions qui font débat. La Constitution, la révision constitutionnelle, le calendrier électoral, la majorité empêche l'organisation de l'opposition. Pourquoi avoir attendu ce temps pour que le secrétaire général de la majorité présidentielle arrive à donner la position qui est la vôtre? Merci pour l'invitation. Je pense que pour répondre à cette question, je pourrais que faire mien les propos des camarades secrétaires généraux de la majorité présidentielle, camarade président de l'Assemblée nationale, le président Aubin Minakou, faire mien ses propos parce qu'il a répondu lui-même à votre question. Il a expliqué pourquoi maintenant. Mais il y a une chose que nous devons au moins dire ici, c'est que dans ce point de presse, il a intervenu avec double casquette. Premièrement, en tant que président de l'Assemblée nationale, et deuxièmement, en tant que secrétaire général de la majorité. Alors, vous comprendrez par là que tant dans la voie institutionnelle que dans la voie de la politique pure, la voie de la politique pure, c'est-à-dire les enjeux qu'on peut trouver, des guéguerres entre les différentes familles politiques, la rumeur commençait à battre son plein. Les spéculations commençaient à devenir la norme. À telle enseigne qu'il y a des gens qui ont fait directement, parole de l'évangile, certaines spéculations même infondées. Il a tenu, bien entendu, avec cette double casquette, comme j'ai tenu à le préciser, à fixer l'opinion. À fixer l'opinion et par rapport à son intervention, moi je retiens des choses fondamentales. Premièrement, il a précisé que la majorité présidentielle ne violera pas la Constitution. C'est-à-dire tout acte posé par la majorité présidentielle sera en ligne droite de ce que la Constitution elle-même déjà fixe comme directive ou comme marche à suivre. La deuxième chose, je vis un président de l'Assemblée nationale, un secrétaire général de la majorité, qui était au présidium de consécration nationale. Je vis un homme ouvert en lui et dans ses propos. C'est-à-dire, malgré cela, il a continué à marteler sur le sens de l'ouverture pour parler de la possibilité de continuer à nouer le dialogue avec tout le monde pour que, in fine, je dis bien in fine, que nous puissions atteindre la cohésion nationale. Puisqu'en tout cas, c'est un engagement du chef de l'État, mais il a tenu aussi à le répéter que lui, au moins, c'est aussi la norme qui se fixe, la cohésion nationale. C'est-à-dire que ce n'était pas une interview polémique, même quand
on voulait l'amener dans la voie de la polémique, il savait ironiser pour répondre avec beaucoup de simplicité. Et voilà au moins ce que je pourrais dire, je pourrais répondre par rapport à votre question. Mais déjà la décision de la majorité de pouvoir de ne plus se taire, n'est-ce pas là que nous sommes en train de tendre vers un temps où nous allons vivre ce qui va être comparable à un jeu de ping-pong entre l'opposition et la majorité présidentielle. De l'autre côté, la balle va partir d'un camp pour l'autre et l'autre va renvoyer. Ce n'est pas que nous sommes en train de tendre vers ce temps-là. Non, on ne tend pas vers ce temps-là. Je pense que personne n'a le monopole des paroles. Malheureusement, de tout le temps, nous savons qu'un mensonge plusieurs fois dit, plusieurs fois répété, dans l'esprit de certaines personnes, est interprété comme étant la vérité. Et pire, elle devient difficile à être démantelée. Donc je pense que pendant qu'il reste encore pratiquement 2 ans et demi pour parler en termes de mandat que nous sommes en train de courir, il est important, quand nous avons des amis qui se font bavards, qui sont là où on ne les attend pas, et pour dire des choses qu'on n'attend pas, il est important que l'opinion soit aussi fixée. Donc maintenant, la majorité présidentielle ne fera pas une communication de suivre les propos de l'opposition. Ce n'est pas ce que le président de l'Assemblée nationale a dit. Le président de l'Assemblée nationale avait tout simplement martelé pour dire que la majorité présidentielle fixera l'opinion avec ses propres stratégies. Déjà, d'entrée de jeu, il avait tenu déjà à marteler là-dessus et à poser les jalons pour dire que nous voulons conserver le pouvoir. Là, au moins, c'est clair. C'est-à-dire que les gens ne s'imaginent pas que nous travaillons, nous peaufinons les stratégies dans le sens des pertes. Ce que nous voulons, c'est de conserver le pouvoir. Mais tout acte est posé par la majorité pour conserver le pouvoir dans ces schémas que nous avons acceptés, qui doit être aujourd'hui opposable à tous, c'est-à-dire quoi, la voie de la démocratie. Moi, je pense que dans ces schémas-là, nous gagnerons les choses parce que nous nous solidifions au niveau de la majorité. Il a dit dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, nous serons un peu plus édifiés là-dessus. Quand il le dit, on peut lui faire confiance pour savoir qu'à un certain niveau, la majorité est en train de consolider son unité et aussi de ranger ses propres éléments en rang. Ok, nous allons voir dans les jours à venir, parce que dans le contexte de notre pays, devons-nous aller aux élections dans une tension pareille où les autres pensent qu'il y a encore des choses à se dire, il y a encore des choses à améliorer pour avoir un calendrier consensuel, où il faut seulement se dire que le président de la CENI a rendu public le calendrier et il doit être respecté comme tel. On ne peut pas tenir compte de réclamations et revendications des autres alors qu'ils sont partenaires à cette organisation. Voilà, quand les gens parlent de changer les règles du jeu, en réalité, ils sont en plein, eux-mêmes dans leurs propres fantasmes. Parce que envisager les choses de cette manière, c'est ce qu'on appellerait par changer les règles du jeu. Les règles du jeu sont définies sur le plan institutionnel. Et la CENI est en train de travailler dans cette démarche. C'est-à-dire quoi? C'est de consulter, de recueillir des avis, de recueillir des propositions en amont du peuple congolais, des différentes institutions de la République, des gens qu'elle-même, la CENI, peut définir ou penser qu'ils peuvent apporter quelque chose, mais pour qu'une fois adopté au niveau de son bureau, sachant que dans son bureau, il y a la société civile, il y a aussi l'opposition, mais que cela puisse devenir une norme opposable à tout le monde. Voilà les règles de jeu que le peuple congolais a mises en place. Maintenant, si nous voulons changer cela, en réalité, nous tombons maintenant dans le péché. Nous sommes que dans les schémas institutionnels adoptés, mis en place, et que ces schémas-là aujourd'hui devraient être, et de toute façon, regarder et considérer le caractère contraignant d'une loi, nous devons dire qu'aujourd'hui, elle est opposable à tout Congolais. Voilà. Nous prenons, mesdames et messieurs, Daniel Safou, qui est donc analyste politique, qui vient de nous prendre en cours, comme on l'a dit au début de cette émission, on ne pouvait que commencer avec celui qui était présent en attendant les autres. Il a rattrapé le train. Voilà, Daniel, bonjour, tu es le bienvenu. Bonjour.
Merci pour ta présence en fait. On est là pour les Congo. Voilà, merci. Tu nous as trouvé en train de débattre autour des propos du président de l'Assemblée nationale, qui est donc le secrétaire général de la majorité présidentielle. Nous sommes en train d'analyser l'aspect du calendrier électoral. Selon vous, quand le secrétaire général de la majorité dit que la CENI est une structure indépendante mise sur pied par le biais de l'Assemblée nationale et personne n'a le droit de sanctionner le calendrier électoral de la CENI, tel que rendu public par le président Malo Malo. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme message et quelle lecture faites-vous de ces propos? Merci beaucoup pour la parole. Vous savez, en tant qu'être humain, à chaque fois, il faut te poser la question. Que dit l'opinion sur moi? Même dans ton quartier, même dans ta famille. Que disent les membres de ma famille sur moi? Que disent les gens de mon quartier? Que disent les gens de mon avenir? Mais moi, j'ai l'impression que les gens de la majorité ne se posent pas cette question fondamentale. C'est comme s'ils vivaient dans les stratosphères. Vous comprenez? Mon frère, j'ai suivi Obé Minako avec acuité. C'est un jeune que moi j'apprécie. Du moment où nous voulions voir les jeunes aller de l'avant pour un Congo meilleur. Nous sommes fiers de nos jeunes. Je n'ai rien à voir avec lui, mais j'étais déçu par son interview. Comme on dit à latin, quid la tête apparaît vite. Tout ce qui est caché finira toujours par triompher. Ça veut dire quoi, ça fout? Ça veut dire que l'intentionnalité, n'est-ce pas, de changer la Constitution commence à prendre corps. Ce qui hier était caché, ça commence à prendre corps. Mon frère, on ne change pas les règles du jeu en pleine compétition. C'est-à-dire que nous sommes en plein match. Vita Imana. Deuxième mi-temps, vitamine. D'emblée. Non, 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 non. Il n'y a plus de cornets. Nous allons nous poser des questions tous au stade. Depuis quand on refuse les cornets? On dit non, non, non. D'ailleurs, la structure footballistique, la FIFA prévoit qu'on peut changer le système de jeu. On dit on accepte, on peut changer. Mais pas en pleine compétition. Mais qu'est-ce que j'en arrive, je voulais dire quoi? Ok. Honte pour la majorité. Pourquoi c'est une honte? J'aimerais que les gens me suivent. Admettons, j'ai dit ça à Lingala. Admettons aujourd'hui, quand j'ai suivi Obemena qui dit oui, la Constitution elle-même prévoit les mécanismes, n'est-ce pas? De sa révision. De sa révision. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Ces mécanismes-là ne sont applicables qu'à l'approche, n'est-ce pas, chaque fois des élections. Souvenez-vous, hier, quand ils ont changé la Constitution, c'était à l'approche des élections. Ils changent les règles du jeu. L'élection en un seul tour. On accepte. On s'approche encore, n'est-ce pas? Parce que bientôt là, c'est 2015. Déjà, c'est 2015. Je crois dans 3 ou 4 mois, c'est 2015. Les jours s'avancent avec une précipitation extraordinaire. Non, regardez, non, on est quelle heure? on dirait que vous voulez que nous puissions directement quitter de 2014 à 2016 pour que vous puissiez voir le départ de M. Joseph Kabila, alors qu'il n'a même pas encore, il est encore à 60% de son mandat. Ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. Écoute plutôt ce que je suis en train de dire. Nous vous écoutons. Là, nous vous écoutons. Je suis dans le contexte de Obé Minako. Voilà. Obé Minako dit oui, le peuple, la Constitution elle-même a les mécanismes de sa révision. De sa révision. Oui. On est d'accord. Je ne refuse pas. Mais regardez, ce qui est verrouillé, qui peut le déverrouiller, c'est le peuple. Maintenant, vous vous rendez compte, on viendra auprès du peuple pour leur dire, Omoni, tous en bon côté. Élection, tout ça, en 2011. Il y a un autre sala. Tout ce que les élections, tout ce que le pouvoir dans le peuple. Vous comprenez? Ce pouvoir-là que tu avais, toi-même, peuple, de voter dans les îles, non, tu n'en as plus. Quelle raison, quel argument qu'on pousse? Tout le bon côté. Non. Pas assez de moyens, pas d'argent. Mais non, attendez, j'aimerais que ce discours s'arrête. Lorsqu'une autorité te dit, nous n'avons pas de l'argent, c'est un problème d'intelligence. Le Congo, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette intelligence devant transformer nos ressources minières, c'est de transformer des axes, n'est-ce pas, productifs, aussi de donner l'importance, n'est-ce pas, à nos richesses. Si, nous avons... Ces richesses ne peuvent devenir vraies que par l'intelligence. Très bien. Le 21e siècle, ce n'est plus un siècle spirituel, c'est l'intelligentsia. Très bien, Daniel Safou, si nous avons bien suivi, si nous avons tous suivi l'interview du secrétaire général de la majorité, il a parlé de 2 possibilités. Soit on va pas ravir le pouvoir du peuple pour dire que voilà, nous revenons le matin, nous changeons des choses. Non, nous allons
il a donné la possibilité soit de recourir au Congrès par rapport au Parlement, ou carrément organiser le référendum. Cette voie-là n'est toujours pas la bienvenue, selon vous, M. Papi Tamba. Par respect, admettons aujourd'hui on part au référendum. Avec quel argument? Allons-nous dire au peuple? Quel allons-nous dire? Mais c'est ça, évidemment, nous passons d'un style à un autre. C'est la question qu'on aura à poser au peuple, certainement. Qu'est-ce qu'on va dire au peuple? D'ailleurs, moi, je suis d'accord en tant qu'analyste que nous puissions aller au référendum, ils n'auront pas d'argument. Mais soit on a parlé des deux chambres du Parlement réunies en congrès. Sauf la tricherie. Monsieur Yves, vous savez, j'ai suivi toutes les émotions de mon ami Daniel Safou. Un scientifique qui n'est pas émotionnel. Daniel, c'est Tamba qui a la parole, s'il vous plaît. Vous avez parlé, lui ne vous a pas pris la parole. Mes propos. Merci. J'ai suivi toutes les émotions de mon ami Daniel Safou. Ce ne sont pas des émotions. Et à la fin, je suis obligé de déduire honte à lui. En réalité. Voilà, démontrez-le. Les règles du jeu dans une élection sont définies par la Constitution elle-même. Et dans notre pays, la Constitution a défini 3 mois. La période des pré-campagnes et des campagnes présidentielles qui peut durer qu'un mois. Notre Constitution l'a définie. Je pense l'avoir dit tout à l'heure. Est-ce que la Constitution a mis en place un calendrier pour dire que par rapport à telle disposition, à quel moment vous pouvez me réviser? Il y aurait les mêmes discours en début du mandat, en mi-mandat et aussi à la fin du mandat. C'est ce qui devient un peu gênant. Voilà. Je vais prendre maintenant, je vais faire un peu la politique comparée. Parce que les gens pensent à un certain niveau que ce qui se passe en RDC devient une innovation. Parlons de la France. C'est le président François Hollande aujourd'hui qui parle de changer les modes de scrutin pour les régionales. C'est une idée qui est lancée. J'aimerais que Daniel Safou sache ou qu'il réponde à cette question que je ne lui pose pas. Si le président François Hollande qui les lance, c'est moi le poseur des questions. J'aimerais qu'il me dise, c'est-à-dire quand il répondra, il prendra la parole, il pourra savoir si, à quel moment le président François Hollande lance cette idée. Le général de Gaulle accède au pouvoir sous la Ve République. Il lance l'idée de la révision de la Constitution. Combien de temps après? Et il restait combien de temps pour la fin de son mandat? Oui. Alors, il faut que cette magie qu'on commence à nous vendre, récemment, j'aime pas trop les magiciens. Parce que cette magie qu'on commence à nous vendre ici en RDC, elle devient une recette que nous ne voulons plus consommer. Nous ne voulons plus consommer ce genre de recettes parce que des discours puérils. Pourquoi? C'est la stratégie des pharisiens de vouloir accuser le Christ de ce qu'on fait soi-même. Parce que vouloir aujourd'hui dire que la CENI, les calendriers proposés par la CENI doivent être soumis à débat, c'est changer les règles du jeu, effectivement. C'est tomber en plein dans le même péché que les amis nous accusent, nous imputent, alors qu'en réalité, nous sommes que, je dirais, des simples saints qui, jusqu'à ce jour, sont irréprochables par leur attitude vis-à-vis de ces textes constitutionnels. Que peut-on nous reprocher? C'est de dire, en 2014, qu'on peut changer les règles du jeu pour adapter, les calendriers de la CENI ainsi que les procédures électorales par rapport à notre constitution. Daniel Safou qui est ici, trouvera-t-il normal que nous puissions garder les vocables, je dis bien les vocables calendrier électoral unique, alors qu'aujourd'hui les textes des lois proposés nous parlent de 3 différents vocables? C'est-à-dire quoi? Nous parlons des élections municipales. Il y a la loi par les élections municipales et locales, la loi par les élections provinciales et sénatoriales et des gouverneurs, ainsi que du président de la République et plutôt, comment on appelle ça, j'allais même dire conseil judiciaire, conseil législatif, voilà. Donc, du pouvoir législatif. Nous devons suivre les pas de l'évolution. En quoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, M. Yves, que nous sommes en train de changer les règles du jeu en mi-mandat? Voilà, Daniel Safou, nous revenons à vous. Nous sommes toujours dans les propos du secrétaire général de la majorité quand il dit « Nous allons conserver le pouvoir selon les standards universels parce que, selon la majorité présidentielle, le projet de société tel que présenté jusque-là est le seul meilleur. » Qu'est-ce qu'on peut tirer de tous ces messages?
en tant qu'analyse Obémina, on ne peut politique. que dire ça. Un Véclivien ne peut que soutenir Vita, un Imanien ne peut que soutenir Imanien. Mais un sportif, c'est celui qui trouve comment évolue, n'est-ce pas, permettez-moi la tautologie, l'évolution footballistique du pays. Là, l'analyse est objective. Papitamba analyse avec son cœur. Je lui dois du respect, contrairement aux autres aussi du PPRD, qui analysent avec le ventre. Lui, peut-être, il a vécu à la diaspora, il a un peu d'unité de production, il est différent des autres. Donc il ne fait pas ce qu'il fait par rapport à son ventre. Peut-être... Il a ses convictions. Non, il est là avec son cœur. Ah, d'accord. Ce que j'apprécie, avec sa couleur politique. Mais contrairement à ses frères patentaux qui font le jeu du cœur et du ventre. D'accord. Ah, ce que j'appelle Évoluons. le ventrologue. Mais lui ne l'est pas. D'accord, Il n'est pas évoluons. ventrologue. Il est diaspora. Ok. Ah, il a une petite richesse. Il assume son Je choix, l'ai ses couleurs Merci. politiques. Oui, oui. Voilà. J'aime des gens pareils, engagés. Ok. Mais ils seront sanctionnés par la population. Revenons à la question. Je reviens. Obéminakou ne peut que faire l'apologie, n'est-ce pas, de sa majorité. Ça, on ne peut pas le condamner. On ne peut pas condamner celui qui vante son père, sa mère. On ne peut pas le condamner. Je ne peux pas condamner Papitamba s'il doit faire l'apologie du peuple de la majorité. C'est dans sa mission. C'est dans ses engagements. Mais regardez maintenant là où, n'est-ce pas, les bas blessent. Voilà. Ce sont des propos contradictoires. Démontrer la contradiction dans les propos. Contradictoire. Contradictoire dans quel sens? Il dit une chose avec son contraire. Il dit nous allons respecter la Constitution. Scrupuleusement. Scrupuleusement. Voilà. Vous comprenez? Du premier au dernier article de scrupuleusement. la Constitution. Wittgenstein Voilà. définit le langage comme étant le véhicule de la pensée et l'intelligence de l'homme. Et il va plus loin. Il dit l'homme, on peut le découvrir à travers le langage, ce qu'il appelle la monstration de l'homme. L'homme se dévoile par son langage. Quand j'entends Papi, je dis, oh mon tapé perdu. Même nos gens à la cité qui n'ont pas fait l'école, nos mamans qui n'ont pas étudié, quand ils vous écoutent de par ton langage, toi, je défends, moi, je tapé perdu. Oh ta majorité. Mais quand tu poses la question aux gens à la cité, même à ma mère, je lui pose parfois, comment tu sais dénicher les pépériens ou les kingatistes, vous qui n'avez pas fait l'université ni l'école, moi, tout ça peuple, tu es barabango, tu es baronde balobaka, azoloka msala, tu es baronde bazoloka, azoloka baye baye. Je dis, le peuple congolais, la majorité se trompe de ce peuple. Nous sommes en 59. Le service des renseignements fait rapport au gouverneur. On lui dit, c'est comme si ces gens sont en train de formuler quelque chose. Vous savez la réaction du gouverneur? Ces gens sont des idiots. Là, le cardinal est abbé. Là, vous avez Maloula, vous avez Iléo, vous avez tous ces... Ils sont encore jeunes. Toute cette génération-là. Ils sont encore jeunes. Ce qu'on appelle la présence africaine. C'est-à-dire, la réaction vient, Van Bilsen dit, ces gens ne peuvent avoir l'indépendance qu'après 30 ans. Parce qu'ils ne sont pas préparés. La petite crème des intellos congolais, il y en avait encore rien. Vous avez les Cardinal Maloula, vous avez Kassavubu, vous avez Lumumba. Tous ces gens-là, ils vont réagir aux propos de Van Bilsen. Niet, nous sommes mis, nous sommes suffisamment outillés intellectuellement. On avait déjà des gens, des Kinzenga, sortaient, n'est-ce pas, du séminaire, des Kassavubu, sortaient du séminaire. Je vais arriver, laissez-moi, je t'amène quelque part. Oui. Je vais chuter. Tu m'amènes plus loin. Tu m'amènes plus loin. Oui, Reviens. Je voulais simplement dire quoi? Un bon jour, Vita Mikado, le peuple a réagi. C'était le déclenchement. Nous sommes en 59. Mais écoute, Daniel, les choses ne vont pas être répétitives. Hein. Ça, c'était à l'époque coloniale. C'est une approche comparative. C'est très important. Revenons maintenant dans le sujet. Écoutez-moi. Rapidement, dans une minute, parce qu'on doit revenir dans le sujet. En 59, nous avons eu l'indépendance officieusement. Qu'on vous le dise. Nous n'avons pas eu l'indépendance en 60. Ça, c'était juste officiellement pour des raisons administratives. Et vous faites allusion à quoi? 59, en évoquant ça, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion au sursaut national de tout un peuple devant sa destinée. Vous comprenez? Les Belges ne s'attendaient pas. Mais par contre, les Belges caractérisaient le peuple congolais de l'époque comme étant des idiots parfaits, des gens qui ne connaissent rien. C'est ce que j'en appelle à la majorité, qui ne se trompe pas. Je fais comme on a fait au gouverneur belge. On lui dit attention, ces gens comme si ils sont en train de développer quelque chose. On les sent. Aujourd'hui, il y a soif de l'alternance.
Si réellement la majorité veut respecter la Constitution scrupuleusement, qu'il le fasse. Pas seulement de manière communicationnelle, mais de façon pratique et honnête. L'alternance, nous allons la vivre dans ce pays. Papi Tamba, nous revenons... C'est dans le cœur des gens, l'alternance. Ce n'est pas Papi Tamba qui n'en a pas. Nous allons... bouffer la J'espère que c'est une fausse accusation, ça. Mais Papi Tamba, on revient dans ces accusations portées contre la majorité, qui est votre camp politique. On dit que la majorité étouffe l'organisation de l'opposition. Le président de l'Assemblée nationale, qui est le secrétaire général de votre chère plateforme, il a dit que l'opposition ne joue pas un jeu franc, en fait. Et l'opposition est incapable de chasser ses propres démons. Voilà pourquoi elle cherche à ce que toutes ces responsabilités reviennent à la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Vous savez, Yves, lorsqu'on veut s'ériger ou se donner le rôle d'historien, il faut savoir faire la lecture des faits. Mais ces derniers le savent. Il y avait un peuple colonisé et un peuple colonisateur. Et voilà. Aujourd'hui, il n'y a que des Congolais qui sont dans un enjeu ou dans des jeux politiques. Mais finalement, on rentre tous dans l'histoire. Alors, non, parce que allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Il faut savoir faire la bonne lecture. Sinon, un jour, on fera des comparaisons, des comparaisons erronées. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en RDC? C'est que nous avons les peuples congolais, dont une partie est dans la majorité présidentielle. Nous avons le peuple congolais, dont une partie est dans l'opposition, et le peuple congolais qui est neutre. Un quart. Voilà la situation. 3 quarts dans l'opposition. Il faut préciser. Selon certaines statistiques, Daniel, les 3 quarts sont dans l'opposition. On peut laisser Papi Tamba. On peut laisser Papi Tamba s'exprimer. D'accord, Papi Tamba, vous avez la parole. La parole vous revient. Je pense que c'est genre de réactions épidermiques. Non, c'est pas épidermique. Vous avez la parole. Daniel, c'est Papi qui a la parole. La parole est à Papi. Vous faites perdre le temps, sinon il va récupérer son temps. Vous allez supporter. Hein. Monsieur Papi, vous avez la parole. Ce n'est pas mon problème si vous faites un mauvais historien. Ne soyez pas agité. C'est vous qui avez fait une très mauvaise lecture. Jusqu'il ne suis pas agité. Je suis assis, posé, calme. Vous lui faites passer son temps. Il va le récupérer certainement. Permettez qu'on essaye de recadrer les choses. Vous avez la parole. Ne soyez pas agité, ce n'est pas ma faute. Vous avez la parole. Votre propre vous avez la parole. Assumez-les. Vous avez la parole. Alors je vais seulement dire ceci. C'est que les gens doivent aujourd'hui se rendre compte qu'il y a un seul élément indicateur qui permet de jauger la popularité, c'est-à-dire la position d'un peuple. Ce n'est pas par rapport à mon avenir, par rapport à ma commune, par rapport à ma ville. Si l'ensemble du territoire national, des 2 345 416 km², où vivent environ 70 millions de Congolais, ce sont les élections. Or, jusqu'à ce jour, tant au niveau du suffrage universel, c'est-à-dire l'élection des députés comme l'élection du président de la République, et au niveau du suffrage indirect, c'est-à-dire les élections des gouverneurs, les peuples congolais continuent à démontrer, dans les 2 modes de scrutin, qu'ils sont plus pour la majorité. Les faits sont là. Je n'invente rien. Ok, on peut maintenant revenir dans le maintenant, cette phobie qu'on peut se créer soi-même, c'est du fantasme. Et vous savez, tout le monde a le droit de faire du fantasme, même au beau milieu du fleuve. Pensant à quoi qu'il ne va pas noyer. Maintenant, ça, c'est son problème. Okay. On peut revenir dans le sujet maintenant, à la question posée. Merci. Il aurait été important que je puisse au moins... C'est cadré. Très bien, c'est parti. Répondez à la question maintenant. Nous étions en train de dire que l'opposition accuse la majorité de tout faire pour empêcher son organisation. Le président de l'Assemblée nationale a répondu en disant que l'opposition est incapable de chasser ses propres démons. Voilà pourquoi elle cherche à jeter tout ce fardeau sur la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pense que je vais répondre à cette question sous 2 tableaux différents. Ok. La question du porte-parole. Voilà. Nous avons d'abord un indicateur par rapport à 2011. 11 candidats de l'opposition contre un seul candidat de la majorité. Ce n'est pas encore la majorité qui a dit aux autres de ne pas être unis ou d'avoir un candidat unique. Ok. Deuxième tableau, pour être bref, deuxième tableau aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale était obligé même de révéler à la face du monde des choses qui étaient censées, ne serait-ce que par pure élégance, rester secrètes parce que ça ternit l'image de notre opposition. S'il est porte-parole de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y a des gens qui vont les trouver membres de l'opposition,
pour parler de l'opportunité ou de l'inopportunité d'organiser selon qui est dans une position favorable ou défavorable. Où en sommes-nous avec une telle opposition? Notre souhait, et ça je veux que l'analyste politique se fasse les porte-paroles pour aller parler à ses amis de l'opposition, parce que dans ces pays, analystes politiques, vous devez seulement dire être l'opposition voilée. Alors, que Daniel Saf aille dire que notre souhait à nous, je dis bien notre souhait à nous, c'est que nous puissions avoir en face une opposition responsable et une opposition crédible. C'est notre souhait à nous. Pour finir, François Mitterrand disait une chose, il a été repris par Lionel Jospin plutôt, et repris encore par son excellence Antoine Gonda dans son livre Joseph Kabila, Mythe et réalité. Que lorsqu'on est dans l'opposition, pour prétendre au pouvoir, il faut commencer par se comporter de manière responsable tout en état dans l'opposition. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, Daniel Safou, analyste politique, nous nous rendons compte par la lecture des faits que l'opposition politique congolaise n'est pas organisée. Comment nous pouvons procéder pour arriver un jour à avoir une opposition réellement organisée dans ce pays? Rapidement, parce qu'on doit dire quelque chose par rapport au sommet États-Unis-Afrique. Nous avons une opposition organisée, ce qu'on appelle l'opposition démocratique. Dans cette opposition, vous trouverez, il y a Tshisekedi, il y a Kamere, il y a Franck Diongo, il y a Jean-Claude Mbouemba, c'est cette opposition. Il y a Martin Fayulu, il y a une crème, n'est-ce pas, d'une classe politique de l'opposition consciente et responsable. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais par contre, nous avons une opposition républicaine montée de toutes pièces pour s'opposer aux autres, embrigader les autres. Mais c'est ça qui démontre que l'opposition n'est pas organisée. Non, ce n'est pas ça. Comment on peut aller à une guerre en ordre dispersé? Moi, je fais ce qu'on appelle les études des régimes. Un régime au pouvoir en Afrique se conserve. Vous comprenez? Quand on acquise Obé Minako, n'avoir pas aidé l'opposition à trouver son porte-parole. Oui. Mais c'est le jeu de la majorité qui doit convoquer cette assemblée, qui doit convoquer la plénière, qui donnera naissance, n'est-ce pas, un porte-parole. Mais comment convoquer alors qu'on a certains membres de l'opposition? Je te fais voir, lui qui a parlé des tableaux, je te fais voir un tableau objectif. S'il faut respecter l'ordre d'arrivée... Tu peux le dire en 2 minutes parce qu'on doit... S'il faut respecter le fisc et l'ordre d'arrivée, bien que c'est là, on le sait, on a décrié, même lui-même Kabila a reconnu, aux irrégularités. Respectons l'ordre d'arrivée. Je ne parle pas, n'est-ce pas, de la légitimité, où nous reconnaissons Tshisekedi comme étant président, vous comprenez? Mais je viens dans l'ordre d'arrivée. Kabila président, premier, Tshisekedi deuxième, Kamere troisième. Vous comprenez? Point. Toi. Maintenant alors, qu'est-ce qui se passe? Où les bas blessent? Là où il y a la peur, c'est quoi? Ils se disent, si nous allons, n'est-ce pas, au choix du porte-parole de l'opposition, dans l'ordre des possibilités, je dis bien, je précise, je parle français, dans l'ordre des possibilités, c'est Kamere qui pourrait passer. Vu la position, n'est-ce pas, je dis dans l'ordre de l'arrivée, on accepte qu'en tant que tel, oui, Kamere était troisième aux élections. Maintenant, celui-là, il pèse comment? Il pèse comment? Parce qu'il a été troisième, Kabila premier, Tshisekedi deuxième, le troisième c'est lui. C'est cette peur-là de voir ces messieurs-là devenir porte-parole. Ça, c'est un point de vue. Okay. Apprendre à laisser. Je vais chuter maintenant. Rapidement, dans une minute. Je vais chuter pour dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des stratégies politiques. Il y a ce qu'on appelle aussi des principes politiques. Par exemple, la Constitution. C'est tout un principe politique. Des stratégies, c'est tout ce que les Papitamba fait. Mais les stratégies que l'opposition n'a pas. Je plaide de sa cause maintenant. Et Dieu va faire grâce. On doit te nommer. Tu fais trop pour ces partis politiques. Et les stratégies que l'opposition n'a pas. Tu fais trop pour Aubin. On doit te nommer. Ok, merci. Le message est passé. Je le dis au nom de Jésus. On doit te nommer. Tu fais beaucoup. C'est un Daniel Safou, pasteur aujourd'hui ou prophète. Merci. Le message est passé. Il fait beaucoup. Merci Daniel Safou. C'est ça ce qu'on appelle des stratégies. Daniel Safou, merci. On utilise des gens intelligents comme ces gens. Merci. Qui devaient servir le pays au profit des individus. Mais il est en train de servir son pays. Merci. Nous évoluons parce qu'on doit dire un petit mot. On doit dire un petit mot rapidement. Merci. Le Congo. Ah bon, lui ne sert pas, il sert les individus. Avez-vous attendu les individus? Très bien Daniel Safou. Nous changeons de registre, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, nous allons parler de ce sommet États-Unis d'Amérique, Afrique, qui va se tenir dans la capitale fédérale américaine, bien sûr, du 4 au 6 août prochain. Notre chef de l'État y est invité, il y est convié. Papi Tamba, comment entrevoyez-vous cette rencontre entre les chefs d'État, une cinquantaine, et des gouvernements africains en face de Barack Obama?
Excusez-moi, j'arrive encore à me remettre. Remettez-vous rapidement parce qu'on a presque fini. Non, mais je crois que mon ami Daniel Safou, parlant avec les hommes politiques, apprendra à faire la politique. Je ne fais pas. Alors, maintenant pour répondre à votre question. Dites l'essentiel parce que c'est ce qui nous amène à la chute. J'espère que parlant de la politique, il apprendra à faire la politique. Ok. Alors, maintenant, par rapport à ça, les combles des ridicules pour notre nation, je peux m'empêcher de les dire. Lorsque des gens que mon ami Daniel Safou ici vantent, peuvent se réunir pour parler de ces sommets, mais avec quel regard et quelle lecture? Non pas parler de la fierté de notre pays et de ce que nous pourrions ensemble, bien entendu, proposer au chef de l'État pour porter un message. Non, il demande qu'aussitôt son arrivée aux États-Unis d'Amérique, que le président américain, s'il est 48 invités, aille se saisir, mais noter. Peut-être qu'ils aiment bien voir l'image de Desca qu'ils ont vue, mais qu'ils sachent que Desca était interpellé par la justice américaine pour avoir commis une infraction sur place et il était acquitté plus tard. Ce n'est pas le rôle d'un président américain. Aujourd'hui, la réalité est que l'Afrique aujourd'hui, tout ce qu'elle produit, toute proportion gardée, elle exporte. Et tout ce qu'elle consomme, toute proportion gardée, encore une fois de plus, elle l'importe. Donc, ces deux éléments suffisent pour montrer qu'aujourd'hui, c'est un grand marché qui ne peut qu'intéresser les différentes nations. Or, pendant un certain temps, les grandes puissances ont délocalisé leurs économies. Je parle de leurs entreprises, ils sont plus allés vers l'Asie. Et ils commencent à se rendre compte que l'Asie, aujourd'hui, commence à être saturée et l'Asie aussi est montée en puissance pour maintenant faire le contrepoids. Et pendant ce temps-là, ils ont oublié l'Afrique. Nous étions sacrifiés. Voilà. Et l'Asie, je peux dire entre guillemets, les a dribblés. Pour que l'Asie aille malgré tout en Afrique, à l'air ainsi, et commencer aujourd'hui à gagner pratiquement la plus grosse part des marchés. Voilà. Ils sont seulement dans une démarche de récupérer les cartes perdues. Et nous maintenant, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que nous avons besoin d'eux. Nous ne voulons pas la face. Comme aussi ils ont besoin de notre marché. Voilà les rapports voilà plutôt ce que nous pourrions demander aux différentes autorités d'envisager, de faire, de réfléchir pour que la présence du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique pendant ces 2 jours de sommet puisse au moins servir à ce qu'il puisse y avoir plus de regards sur la République démocratique du Congo. Merci. Ok, Daniel Safou, qu'est-ce qu'on peut bien attendre de cette rencontre entre le président Obama et les chefs d'État africains, alors que nous savons que Obama est en fin de mandat et il y a aussi parmi ses invités un bon nombre de chefs d'État qui sont en train de briguer leur dernier mandat. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vous réponds d'emblée. En quelques minutes, parce que c'est ça qui va nous amener à la chute. D'emblée, Kabila partira. Rien ne va empêcher, n'est-ce pas? Il va aller aux États-Unis, comme tous les autres. Oui, voilà. Contrairement au discours des opposants voilà. qui sollicitent qu'il ne puisse pas partir, il n'ira pas. Ça, c'est une fausse démarche. Okay. Mais moi, je crois qu'il partira. Il partira parce que ce n'est pas la volonté de Kabila de partir aux États-Unis. C'est la volonté d'Obama, évidemment, sous couvert du département d'État américain. Qui a invité? Qu'est-ce que Kabila va, qu'est-ce que Obama va leur dire? Il en a déjà dit. Il ne va qu'insister sur les chefs d'État africains. C'est-à-dire? La version A, nous l'avions écouté avec John Kerry. Quand John Kerry vient, il leur dit il ne faut pas réviser la Constitution. La plupart des problèmes que nous constatons en Afrique, c'est la révision constitutionnelle à l'approche des élections. Il ne faut pas. Vous êtes encore jeune. Kabila peut revenir encore aux affaires après 1 ou 2 mandats. Et nous avons besoin d'un chef de l'État qu'on peut voir à Lingouala, en Gaba. Ils vont là-bas, je vous dis, que les gens m'attendent. Ce qu'il lui a dit, c'est faux. Oui, il y a la dimension économique. À chaque contact entre le chef d'État, il y a toujours une dimension politique, il y a toujours une dimension managériale. Vous comprenez? Il y a toujours une dimension capitale liée aux intérêts de part et d'autre. Mais pour les cas d'espèce, qu'on se le dise, nous pouvons beau crier, nous sommes un pays souverain. Cette nation appartient aux Américains. Il faut que les gens le sachent. Même Léopold II, pour qu'il puisse prendre la colonie, cette terre, il est allé solliciter les quitus des Américains. Je vous informe encore, peut-être Papi Tamba ne le sait pas, ce sont les Américains qui ont financé la conférence de Berlin. Okay. Les Américains ont un mot à dire.
à des pays. D'ailleurs, c'est la puissance du monde. Vous allez vous dire souverain, souverain, mais quand vous êtes en difficulté, vous tendez la main, vous pleurnichez. Moi, je pense, Obama a compris, on ne peut sauver l'Afrique lorsqu'il y a le respect des textes. On ne peut sauver l'Afrique lorsqu'on sait quitter les pouvoirs. Quand on cherche à s'attacher au pouvoir, c'est là où naissent les troubles, c'est là où naissent les problèmes. Là, ils vont, n'est-ce pas, aux États-Unis, ils vont là-bas juste pour recevoir un mot d'ordre. Ok. Le message est passé. Nous allons, ça va constituer votre mot de chute. On va commencer avec Papi Tamba. Le thème général retenu, investir dans la prochaine génération. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut bien comprendre de ce thème principal? Mais attendez, ça répond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, M. Daniel, Ça constitue aussi votre dernier mot. Hein? le président Obama, le président Obama a invité ses homologues chefs d'État. Voilà. Le président Obama n'a pas invité les gens, 48 chefs d'État, pour commencer à